Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un nouveau chapitre, le chapitre 2 de la première grande partie du cours. Ce chapitre va s'appeler La connaissance de soi n'est-elle qu'une illusion? Question posée qui va nous entraîner vers deux concepts clés, deux concepts majeurs qu'on va étudier tout au long de ce chapitre. Ces deux concepts, c'est l'inconscient et la liberté. Donc ayez bien sûr votre cours que je vous ai envoyé via École Directe sous les yeux. Ayez de quoi noter comme d'habitude et puis ayez également avec vous votre manuel de philosophie parce qu'on va lire des textes. On commence par l'introduction de ce nouveau chapitre, l'introduction qui s'appelle Introduire et problématiser. On va poser les définitions importantes du chapitre et puis on va finir sur une reformulation de la question, une problématisation, ce que vous devez faire vous par exemple quand vous faites une dissertation. Voilà comment on va commencer cette introduction. L'hypothèse de l'inconscient vient poser un véritable problème à la définition de la conscience. Souvenons-nous que pendant des siècles, la conscience a été considérée comme toute puissante en nous. Ça, c'était l'objet du chapitre précédent. La conscience en philosophie, c'est un terme qui est extrêmement important. Et pendant des siècles, voire même des millénaires, on a considéré que la conscience humaine était probablement la chose la plus importante qui existait dans l'univers. La conscience peut tout. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Notre conscience est extrêmement importante, disait aussi Descartes, on l'a vu à travers son fameux « je pense, donc je suis ». Descartes nous dit que la conscience peut servir à tout prouver, à tout démontrer ce qui existe dans l'univers, y compris, pourquoi pas, l'existence de Dieu. Et puis à partir du XVIIe, XVIIIe et surtout XIXe siècle, eh bien, on va poser la base d'un concept nouveau qui va s'appeler l'inconscient et qui va mettre des bâtons dans les roues de cette fameuse conscience. Alors pour commencer, et c'est très important parce que beaucoup d'élèves, notamment sur les examens du bac, font la confusion entre les deux termes, on va bel et bien faire la différence entre ce qu'on appelle l'inconscient et ce qu'on appelle l'inconscience. Parce que souvent les élèves me parlent de l'inconscience freudienne. Non, n'utilisez surtout pas ce terme. Pourquoi? Parce que il faut avant toute chose distinguer l'inconscient et l'inconscience. L'inconscience, c'est le terme qu'on utilise pour parler d'une personne qui ne mesure pas les conséquences de ses actes, qui a la conscience altérée ou qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Ça peut être par ignorance, par exemple. Vous savez qu'un petit enfant, par exemple, qui va faire une bêtise, souvent, cet enfant n'a pas encore toutes les règles en tête, donc il ne se rend pas très bien compte de ce qu'il fait. Il est ignorant, il va apprendre au fur et à mesure. D'autres exemples, Bergson, donc le philosophe Henri Bergson, dit que plus nous accomplissons des actions automatiquement, de façon réflexe, plus notre conscience se retire de ce que nous faisons. Ainsi, on peut manipuler les gens en les mettant dans des situations de routine, en les abrutissant avec un travail répétitif ou des émissions de télévision stupides, pourquoi pas. Effectivement, nous dit Bergson, les habitudes jouent contre nous parce que quand vous êtes dans l'habitude, vous arrêtez de penser, vous arrêtez d'avoir conscience de ce que vous faites, votre conscience s'endort et puis vous devenez inconscient. C'est ça l'inconscience. Par exemple, vous savez qu'une majorité d'accidents de la route, malheureusement, se déroulent sur des trajets extrêmement routiniers. On va au travail et puis on vient du travail, on le fait 2 fois par jour, ce trajet-là, ou même parfois 4 fois par jour, et puis on est tellement habitué qu'on ne se rend plus compte des dangers qui peuvent surgir sur la route et c'est là que l'accident peut arriver parce que il y a cette inconscience qui finit par émerger de cette fameuse routine. L'inconscience peut donc être provoquée par des médicaments, des drogues ou de l'alcool, tout ce qui peut désinhiber la conscience. Effectivement, quelqu'un qui est alcoolisé ou quelqu'un qui a consommé de la drogue devient lui aussi inconscient de ses actes. Mais ça, ce n'est pas l'inconscient au sens philosophique et psychologique du terme. L'inconscient, c'est autre chose. L'inconscient est différent de cela. Cette notion, présente depuis longtemps en philosophie, mais sans avoir de nom déterminé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de philosophes à partir du XVIIe qui en parlent, mais sans appeler ça l'inconscient, eh bien cette idée émerge vraiment au milieu du XIXe siècle, avec les travaux de Sigmund Freud, médecin autrichien et inventeur de la psychanalyse. Pour Freud, l'inconscient est une force puissante présente dans le psychisme humain, c'est-à-dire dans notre esprit, et dont la présence et le fonctionnement nous sont très mystérieux, alors même que ces forces agissent au fond de nous-mêmes. Il s'agit de pulsions refoulées qui sont stockées dans une mémoire inconsciente et qui vient se manifester en nous à travers des comportements et des pathologies. C'est ça l'inconscient au sens freudien.
au sens philosophique et psychologique. L'inconscient, ce sont des pulsions qui sont au fond de nous, qui viennent de notre nature animale, on développera là-dessus, mais dans l'inconscient, vous allez aussi avoir des souvenirs traumatisants qui peuvent venir de notre enfance, de notre petite enfance, ou même beaucoup plus proche de nous, mais que la conscience a choisi de mettre de côté, d'éliminer. La conscience ne veut pas entendre parler de ces souvenirs parce qu'ils sont souvent trop lourds à porter, et on fait comme si de rien n'était, mais ça continue à exister dans une partie de notre esprit que Freud appelle l'inconscient. C'est ça la grande découverte psychologique, philosophique, médicale à partir du 19e siècle. Et c'est pour ça qu'elle est importante dans la philosophie, parce que cette notion d'inconscient a totalement bouleversé l'histoire des idées. La liberté maintenant. La liberté est un concept complexe. De façon générale, on peut la définir comme le pouvoir d'agir sans contrainte extérieure, la religion, la politique, les lois, etc. Souvent, effectivement, on ne se sent pas libre parce que là, en ce moment, il y a le confinement. Quand je suis le samedi ou le dimanche et que j'aimerais bien aller me promener, aller voir des amis, des gens de ma famille, je ne peux pas le faire et je n'ai pas cette liberté-là, je ne peux pas faire ce que je veux et donc ma liberté se trouve encadrée. C'est une contrainte extérieure puisqu'elle vient des pouvoirs publics, mais aussi intérieure. Ce sont les passions, les déterminations physiques, etc. On manque de liberté souvent parce que nous sommes adonnés à nos passions. Le terme de passion, vous pouvez le noter, ce terme, parce qu'il est également très important dans l'histoire de la philosophie. Passion, qu'est-ce que c'est? C'est pas au sens actuel, quand on dit j'ai la passion, je sais pas, de la lecture, ou j'ai la passion de l'équitation, ou des choses comme ça. Le terme passion en philosophie est beaucoup plus fort que ça. La passion, ça vient du latin patior, P-A-T-I-O-R. Passion, patior, qui veut dire souffrir. Quand vous êtes sous l'emprise de la passion, vous souffrez parce que vous ne maîtrisez pas la situation. Exemple, ce qu'on appelle la passion du Christ. C'est la dernière partie de la vie de Jésus-Christ où il se fait condamner à mort, il souffre sur la croix, etc. parce qu'il a un peu lâché prise. Il a arrêté de lutter contre les pouvoirs publics et décide en quelque sorte de se faire capturer et de se faire exécuter. La passion, c'est vraiment ça. Vous avez d'autres exemples dans la littérature. Le plus connu en termes d'exemple, c'est la passion amoureuse, telle qu'elle existe très souvent dans la littérature. Pensez par exemple à Roméo et Juliette de Shakespeare. Les deux héros, Roméo et Juliette, s'aiment. Ils sont entraînés par une passion amoureuse dévorante qui les mènera, je vais spoiler un peu le bouquin, qui les mènera jusqu'à la mort. La passion n'est pas très bien considérée dans la littérature, dans le théâtre, dans les tragédies, parce que la passion, c'est ce moment où on lâche totalement prise, où on se laisse envahir par nos sentiments, et où le dénouement va être funeste, va être souvent tragique. C'est toujours le cas dans les tragédies. Quel mot s'oppose au mot passion? C'est le mot raison. Quand j'agis sous l'emprise de la passion, je n'ai plus aucune raison. Je n'arrive pas à me raisonner. Je n'arrive pas à me dire non, il ne faut pas que je le fasse parce que par simple calcul, je me rends compte que ça va me mener vers le mauvais côté des choses. La passion, effectivement, c'est une souffrance qui est provoquée par le fait d'être envahi par ses sentiments. Et ça, vous pouvez le noter, c'est très très important. Et nos passions nous font manquer de liberté. C'est ce qu'on dit toujours en philosophie. Quand vous êtes passionné, vous n'êtes pas libre parce que vous êtes soumis à l'emprise de vos sentiments. Vous êtes soumis à une contrainte qui est une contrainte intérieure et qui finit par se transformer en contrainte extérieure. Où j'étais rendu? Évidemment, la liberté est donc pour l'humain l'indétermination et l'indépendance, l'autonomie physique et psychique. L'indétermination, c'est important aussi. Être déterminé, c'est être soumis à des forces qu'on ne peut pas contrôler. On verra tout au long de ce chapitre que selon Freud, effectivement, notre vie est déjà déterminée. Tout est plié dès l'âge de 7 ans. Votre éducation entre 0 et 7 ans, les traumatismes, les choses que vous allez vivre entre 0 et 7 ans vont totalement déterminer votre comportement à l'âge adulte. Donc si je suis déterminé par une cause, par une raison, je ne suis pas libre. Pareil pour la dépendance. Lorsque je suis dépendant de quelqu'un d'extérieur, de mes sentiments, je ne suis pas libre non plus. Vous le savez, puisque vous vivez chez vos parents, c'est eux qui vous donnent de l'argent. Vous savez très bien que ce manque d'indépendance fait que vous n'êtes pas totalement libre. Et vous vous dites vivement dans quelques années, quand j'aurai un boulot, que je pourrai dépenser mes sous exactement comme je veux, etc. C'est ce que vous croyez, bande de petits sacripants. Vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce que à l'âge adulte, on est aussi déterminé par des choses. Je
dois aller au travail tous les matins parce que j'ai une maison à rembourser, un crédit sur une voiture, etc., etc. Donc nous sommes toujours déterminés. Notez cette phrase qui est intéressante, c'est une phrase de Spinoza au XVIIe siècle qui nous dit la chose suivante: nous sommes ignorants des causes qui nous déterminent. Nous sommes ignorants des causes qui nous déterminent. Il y a toujours dans nos comportements quelque chose qui va nous déterminer, même quand nous nous croyons libres. Nous nous disons toujours, bah tiens, je prends telle décision et je la prends en toute liberté. Spinoza nous dit, c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile que ça. Il y a toujours quelque chose au fond de vous qui va déterminer, qui va aiguiller tous vos choix, même ceux que vous croyez être les plus libres. Ça, on va le voir aussi dans ce chapitre. Évidemment, cela pose problème car sans aucune contrainte extérieure ou intérieure, comment savoir si on va trop loin? Effectivement, si je suis totalement libre, bah, c'est super. Mais en même temps, est-ce que je ne vais pas trop loin dans certaines situations? Est-ce que je ne me dis pas, oh bah voilà, je m'en fiche de ce qu'on pense de moi, je m'en fiche de ma situation sociale, de mon physique, je vais essayer de me dépasser et d'aller toujours plus loin. Mais parfois, effectivement, on va trop loin à cause de ça. C'est le cas par exemple sous le coup de la colère. On croit qu'on est libre, mais en fait, on peut aller trop loin et on le regrette après. Car ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça aussi, c'est un fameux dicton qu'on dit souvent et qui n'est pas si faux que ça finalement, parce que ma liberté est aussi conditionnée par les autres. Si là, aujourd'hui, je me dis, tiens, allez, je vais aller me balader dans la rue tout nu, après tout, je peux le faire. Il y a eu assez d'horreur pendant la guerre, ce serait quand même un peu dommage. Évidemment, je ne peux pas le faire parce qu'il y a les autres qui sont là et qui vont se dire il est complètement fou, ou qui vont m'arrêter pour attentat à la pudeur et c'est tout à fait normal. Donc, j'ai une certaine liberté, mais les autres me renvoient quelque chose qui stoppe forcément ma liberté, leur liberté à eux. Pareil, par exemple, vous savez, pour la loi Evin, où on a décidé que les gens ne devaient pas fumer dans les lieux publics, beaucoup de fumeurs ont dit, quand cette loi est passée dans les années 90, bah oui, mais où est ma liberté de fumer? Et on leur a dit, bah oui, mais votre liberté de fumer là où vous le voulez, elle entache la liberté de ceux qui ne veulent pas fumer, qui n'aiment pas la fumée de cigarette, qui ont peur d'être malades à cause de ça. Donc voilà, la société, c'est toujours une sorte de bagarre entre la liberté des uns et la liberté des autres. Donc ma liberté, elle n'est pas complète parce que les autres sont toujours là pour me rappeler que je ne peux pas faire ce que je veux tout à fait librement. Donc la liberté, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pense. Je ne peux pas dire la liberté, c'est faire ce que je veux. C'est pas vrai. Ma liberté, elle est toujours conditionnée. Elle n'est jamais totale et absolue, ou alors il faudrait que je sois le seul être humain sur Terre. Et encore, même là, je serais conditionné par certaines choses. On peut donc résumer la liberté humaine dans l'absence de contraintes et de détermination. Ça, vous pouvez le souligner ou le surligner, c'est important, c'est comme ça qu'on peut résumer finalement et définir le terme de liberté. Je vais vous demander un petit travail par rapport à ça. Il faudrait que vous cherchiez sur Internet, par exemple, ou dans les bouquins que vous pouvez avoir autour de vous, la définition philosophique de ce repère philo qui est contrainte-obligation. Voilà, allez un petit peu sur Internet, il y avait notamment le site de l'Académie de Grenoble qui est très intéressant là-dessus. Ils reprennent un petit peu le listing de tous les repères philosophiques. C'est un repère philosophique qui est important, donc jouez le jeu, recherchez la double définition de ces deux termes, différence entre contrainte et obligation. Vous verrez qu'on peut être beaucoup plus libre avec une obligation qu'avec une contrainte. Cela signifie alors qu'il y a en nous des pensées que nous ne maîtrisons pas. C'est en tout cas la thèse médicale, psychologique de Freud. Que nous ne maîtrisons pas, dont nous n'avons même pas une conscience claire et précise. Comment alors puis-je me poser en sujet agissant si je ne suis pas capable de connaître tous les mobiles, c'est-à-dire toutes les raisons, toutes les causes de mes actions? Ça, c'est la question, la problématique que je dégage suite à l'analyse donc de la question qui est posée dans le titre. Voilà pour l'introduction de ce chapitre, introduire et problématiser avec ce petit boulot que vous avez à faire, chercher la différence entre contrainte et obligation. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo consacrée à la première partie de ce chapitre. La connaissance de soi n'est-elle qu'une illusion ?